bonsoir à la une de cette édition, l'Ukraine côté électoral. Alors que l'horizon s'obscurcit pour Volodymyr Zelensky, les oppositions se préparent pour la suite. Dans les Balkans, l'UE, plus précisément l'Allemagne, est dans ses bases œuvres et cible la République serbe de Bosnie. Et enfin, en Israël, Tsahal lance une offensive en vue de nouvelles conquêtes territoriales et les espoirs de cesser le feu se dissipent. Alors que Volodymyr Zelensky n'est plus en odeur de sainteté, à Washington, le général Valéry Zaloujny se prépare à une nouvelle élection présidentielle, une hypothèse qui souligne toutes les fragilités institutionnelles de l'Ukraine. Explication Édouard Chenot. Pour l'heure, pas de vidéo de lancement ni de meeting, simplement quelques mises en relation. Le général Valéry Zaloujny, actuellement ambassadeur d'Ukraine à Londres, se prépare pour les élections présidentielles en Ukraine, selon la journaliste américaine Katie Livingstone, citant le 19 août dernier une source proche de la campagne naissante. Cette candidature se préparerait en opposition directe avec Zelensky, dont le mandat, rappelons-le, a pris fin en mai 2024. L'ancien commandant en chef des forces ukrainiennes, âgé de 52 ans, aurait déjà réuni une équipe de choc, compterait des soutiens au sein du haut commandement ukrainien, mais aussi des cadres plus politiquement expérimentés et surtout très liés aux anglo-saxons, comme par exemple Victoria Sumar, députée et ancienne journaliste de Voice of America, ou encore Oksana Torop, ex-journaliste de la BBC en Ukraine. Or, selon la spécialiste de l'espace post-soviétique Raphaël Auclair, co-auteur de l'essai Poutine Lord of War, cette tentative n'augure rien de bon et dévoile tous les paradoxes d'un pays aux abois. Oui, le général Zaloujny est un candidat tout à fait crédible pour succéder à Vladimir Zelensky. Il faut savoir que le général Zaloujny est le tenant d'une ligne extrêmement dure qui veut la guerre jusqu'au bout contre la Russie. D'ailleurs, à la fin du mois de juillet, il n'excluait pas qu'elle puisse durer jusqu'en 2034. Lorsqu'il visitait des camps d'entraînement pour soldats ukrainiens en Angleterre, il leur annonçait qu'il devait se préparer à mourir, donc il prépare vraiment, vraiment des gens à aller jusqu'au bout dans leur combat. Et on peut comprendre cela en se disant qu'il reflète une grande part de l'opinion ukrainienne qui a tout perdu dans ce conflit et qui se refuse évidemment à ce que tous ces sacrifices soient en vain. Donc il représente un peu une bouffée délirante, il faut bien le dire, de gens qui sont prêts à faire aucune concession et qui sont désespérés après toute la ruine et la destruction de leur pays. Le général Zaloujny remerciait à la suite de l'échec de l'offensive de l'été 2023, voulue par Zelensky, et la personnalité la plus populaire dans le pays, si l'on en croit l'Institut ukrainien Rating Group, avec 73% d'opinion favorable contre 67% pour Zelensky en juillet dernier. Une popularité sur laquelle pourraient s'appuyer les néoconservateurs occidentaux pour poursuivre le conflit avec Moscou. Mais de tels scores ont de quoi interroger, car d'autres sondages soulignent l'impopularité des politiques jusqu'au-boutistes ukrainiennes. Selon une étude Gallup, publié le 7 août, le soutien à la guerre jusqu'à la victoire s'effondre au sein de la population ukrainienne pour atteindre seulement 24% contre 73% en 2022, tandis que le souhait de négociation visant à mettre fin à la guerre dès que possible progresse fortement à 69% contre 22% en 2022. Bien sûr, la disgrâce de Zelensky à Washington depuis l'élection de Trump se fait sentir, tout comme la contestation qui le vise dans son pays. En juillet dernier, le dirigeant ukrainien a dû céder face à la rue alors qu'il envisageait de réduire l'indépendance du bureau du procureur anticorruption, une mesure qui avait suscité de vives manifestations à Kiev. Par ailleurs, les publications de vidéos sur les réseaux sociaux de la mobilisation forcée des hommes en âge de combattre ne faiblissent pas. La fatigue de la guerre saute aux yeux et les doutes sur le volume réel des pertes ukrainiennes sur le front maintient le pays dans l'angoisse. D'ailleurs, des hackers russes revendiquaient le 20 août avoir divulgué des documents classés défense sur les pertes réelles de l'armée de Kiev qui s'élèveraient à 1,7 million de morts et disparus depuis 2022. Même si ces chiffres sont contestés, pas de doute, Zelensky est fragile et cette fragilité ouvre la voie à de nouveaux ambitieux. Bien sûr, les initiatives les plus folles prospèrent sur le climat liberticide ukrainien puisque la loi martiale a verrouillé toute véritable opposition. Une dizaine de partis ont été interdits dès 2022 et empêchent la tenue d'élections présidentielles. Dans le bureau ovale, le président américain Donald Trump avait d'ailleurs ironisé, plaisantant pour ne pas organiser d'élections dans 3 ans et demi si son pays est engagé dans un conflit. Vous ne pouvez pas avoir d'élection. Alors, laissez-moi juste dire. Si, dans 3 ans et demi, nous sommes en guerre contre quelqu'un, plus d'élections. Je me demande ce que diraient les médias qui aiment les fausses informations.
Pas d'élection en temps de guerre, le passe-droit ultime. Pour l'heure, Zelensky cherche à gagner du temps, se disant le 19 août dernier favorable à l'organisation d'élections en Ukraine si la guerre prenait fin. L'Union européenne sème la discorde, pour ne pas dire les germes d'un futur conflit en Bosnie-Herzégovine depuis que le gouverneur allemand du pays a conduit à la révocation du président de la République serbe de Bosnie. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. La Bosnie-Herzégovine est-elle sur le point de se disloquer 30 ans après les accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre civile ? La question n'est pas encore d'actualité, mais le pays n'a jamais été autant au bord du précipice depuis 3 décennies qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque la République serbe de Bosnie n'a officiellement plus de président et de premier ministre, et que les principales forces politiques de l'entité rejettent désormais le pouvoir de Sarajevo, mais aussi de Berlin. Pour rappel, au terme des guerres de Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine a été constituée en État avec une forte implication internationale, plus exactement occidentale. Le pays est constitué de 2 entités, d'une part la République serbe de Bosnie ou Republika Srpska, qui a pour capitale Banja Luka, et d'autre part la Fédération croato-musulmane, qui a pour capitale Sarajevo, ville qui est également capitale de l'État central. Le pays est gouverné par un collège présidentiel de 3 présidents, issus chacun des 3 nations constitutives du pays, les Serbes, les Croates et les musulmans. Le pays n'a pas de monnaie indépendante, puisque sa monnaie, le marque convertible, est de fait aligné sur l'euro depuis que l'Allemagne fait partie de la zone euro. Et tout cet édifice complexe et fragile est régenté par un haut représentant international qui dispose des pouvoirs les plus importants sur le pays. L'actuel haut représentant international est l'Allemand Christian Schmidt, et c'est le refus d'appliquer certaines de ses décisions qui a conduit un tribunal de Sarajevo à révoquer le président élu de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik. La situation tourne au bras de fer et est en train de révéler, selon le géopolitologue et expert des Balkans Nikola Mirković, toutes les fragilités de la Bosnie-Herzégovine. Il n'y a jamais eu une véritable osmose entre ces 2 fédérations. Chaque camp, que ce soit les Croates catholiques, les Bosniaques musulmans ou les Serbes orthodoxes, tire un peu dans sa direction pour essayer d'avoir le maximum d'avantages de l'organisation du pays en ayant le minimum d'inconvénients, sachant que les Croates se sont plus proches de la Croatie, les Serbes plus proches de la Serbie, et que les musulmans sont les seuls qui sont peut-être plus attachés à ce pays. Le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, a lui entamé une campagne de bras de fer contre les institutions de Bosnie-Herzégovine et notamment contre le haut représentant des accords de Dayton qui s'appelle Christian Schmidt, qui est un Allemand très atlantiste, très pro-UE et qui ne cesse de contrarier les Serbes de Bosnie-Herzégovine. Dodik maintenant veut créer un gouvernement d'unité nationale. C'est la raison pour laquelle son premier ministre a démissionné. Donc il n'est pas du tout en mauvais terme avec Dodik. Il veut créer un gouvernement d'unité nationale pour avancer vers l'autonomie et éventuellement la sécession de la Republika Srpska. C'est le but des Serbes de Bosnie-Herzégovine qui ne se retrouvent pas dans cette entité factice, entité nouvelle. Il n'y a pas de véritable, comme on disait, il n'y a pas une identification à cette Bosnie-Herzégovine en tant qu'État. Désormais, alors que Sarajevo considère que Milorad Dodik n'est plus le président de la Republika Srpska, puisqu'il a été démis de cette fonction par un tribunal et demande l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle dans l'entité serbe, de son côté, Dodik estime qu'il est toujours le président légitime en exercice et annonce un référendum pour septembre. On notera toutefois que la peine d'emprisonnement prononcée contre Dodik a été transformée en amende, sans doute pour éviter que la situation ne dégénère en cas d'arrestation. Des rumeurs persistantes faisaient d'ailleurs état d'une préparation des forces d'intervention spéciales hongroises, prêtes à protéger le président Dodik, très proche de Viktor Orban, en cas de tentative d'arrestation. Les autorités centrales de Sarajevo oseront-elles intervenir pour empêcher les velléités des Serbes et la tenue du référendum voulu par Dodik ? Pour le moment, nul ne le sait. Difficile donc de prédire à l'avance l'évolution de la situation. Une évolution violente et chaotique n'est plus du tout à exclure, même si la perspective d'un conflit généralisé et d'une guerre comme la Yougoslavie l'a connue dans les années 90 est très improbable, ne serait-ce qu'en raison du fait que la démographie et l'émigration en Bosnie rend impossible un conflit à large échelle, faute d'individus présents pour combattre. Mais une chose est désormais certaine, de la Bosnie en passant par la Moldavie, toute la frontière extérieure balkanique de l'Union européenne est en train de pourrir.
En Palestine, les espoirs de paix sont douchés par une nouvelle offensive israélienne. Avec le soutien de Washington, la politique menée par Netanyahou semble aujourd'hui inarrêtable. Israël à l'assaut de Gaza. L'offensive israélienne s'est amplifiée avec l'approbation par le ministre de la Défense Israël Katz d'un plan visant à conquérir toute la ville de Gaza, accompagné du rappel de 60 000 réservistes. Selon la radio militaire israélienne, le pays contrôle déjà 75% de la bande de Gaza et devrait prolonger son opération jusqu'en 2026, ce qui pourrait doucher les espoirs de paix ou de cessez-le-feu réclamés par presque tous les États du monde, sauf les États-Unis. L'objectif de Benjamin Netanyahou dépasse désormais sans aucun doute la simple neutralisation du Hamas. Le Premier ministre israélien vise une annexion totale de Gaza, un projet soutenu par son ministre des Finances qui appelle même à l'annexion de la Cisjordanie. Cette surenchère s'inscrit dans un jeu politique plus restreint en Israël, un jeu dans lequel le but du chef de gouvernement est tout bonnement de rester aux manettes, acculé par des procédures de corruption, mais aussi désormais des poursuites internationales. Parallèlement, la situation en Cisjordanie aggrave les tensions. Le projet E1, approuvé mercredi, prévoit la construction de 3400 logements dans une zone stratégique à l'est de Jérusalem. Ce plan, dénoncé par l'ONU, l'autorité palestinienne et de nombreux dirigeants internationaux, risque de diviser la Cisjordanie en deux, rendant quasiment impossible la création d'un État palestinien viable. L'ONU considère ces colonies comme une violation du droit international et des ONG alertent sur leur impact fatal pour la solution à deux États. Les communautés bédouines, comme celle de Jabal al-Baba, craignent des expulsions massives. En Israël, des divisions internes émergent. La société, marquée par le traumatisme du 7 octobre, semble cependant accepter des sacrifices autrefois impensables, comme la non-libération immédiate des otages. La gauche israélienne, très affaiblie, se trouve largement en retrait et peine à peser. Les ultra-orthodoxes ne sont aussi pas à la fête. L'appel des réservistes les menace directement, eux qui ne veulent pas prendre les armes. Des affrontements entre ces derniers et les forces de l'ordre ont ainsi eu cours mercredi. L'État israélien nous impose cela depuis 1 an et demi et maintenant, il est passé à la vitesse supérieure. Il force l'enrôlement dans l'armée, cela concerne tout le monde sans échappatoire. Ce qui compte pour nous, c'est le respect de la Torah et des commandements et non d'entrer dans l'armée, qui est un creuset de laïcité. Quiconque y entre ressort laïque. Sa foi est détruite, son esprit devient hérétique. Des secousses internes qui ne doivent cependant pas voiler qu'aucune opposition intérieure n'est aujourd'hui en mesure de contrecarrer les plans guerriers de Benjamin Netanyahou, d'autant que ceux qui rejettent sa politique ont plutôt tendance à quitter le pays. Ainsi, en 2024, 82 700 Israéliens ont plié bagage. Les États-Unis, bien que soutenant Israël, font face à des pressions internes pour garantir l'accès des journalistes à Gaza où plus de 200 reporters locaux auraient été tués depuis octobre 2023. Malgré des condamnations presque unanimes et quotidiennes, la guerre désormais de conquête territoriale menée par Israël se poursuit, alors que plus de 60 000 morts arabes sont recensés par les autorités palestiniennes. Dans un tel contexte, le sommet de septembre pour la paix, notamment initié par la France et l'Arabie saoudite, pourrait bien se trouver tout à fait inutile. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Corps en Seine. Le 13 août, 4 corps ont été découverts dans la Seine, à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, près du pont de Choisy, après l'alerte d'un passant. Un homme de 24 ans, né en Algérie, a été interpellé mercredi et placé en garde à vue pour meurtre en concours. Une victime est morte par strangulation, une autre portait des traces de violence. Le parquet de Créteil a confié l'enquête à la brigade criminelle de Paris. Le courant plus lent du fleuve à cet endroit pourrait expliquer le regroupement des corps potentiellement charriés depuis l'amont. Un premier corps identifié comme celui d'un homme d'une quarantaine d'années du Val-de-Marne présentait des lésions suggérant un homicide. Une seconde enquête pour violence criminelle a été ouverte. La lubie voyageuse d'Emmanuel Macron, mise en cause. Une pétition en ligne, initiée le 13 juillet par le fondateur de la Tribune de l'Art, Didier Rickner, s'oppose au prêt de la tapisserie de Bayeux au British Museum, prévu de septembre 2026 à juin 2027. Avec près de 50 000 signatures, elle dénonce un crime patrimonial en raison de la fragilité de cette œuvre du XIe siècle, longue de 70 mètres, narrant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Didier Rickner alerte sur les risques de déchirure et de dégradation liés au transport, critiquant une décision politique et diplomatique. Une étude de faisabilité réalisée en 2022 mais gardée confidentielle alimente la controverse.
Faire du surgelé servi par des clandestins et se plaindre après, jeudi, le chef cuisinier Thierry Marx, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, a déploré une baisse de la fréquentation des restaurants entre 25 et 30% de moins par rapport à l'été précédent. Selon lui, l'effet JO n'a pas eu lieu. Il souligne que les touristes se détournent de la France au profit de l'Espagne et de l'Italie pour des vacances moins onéreuses. Selon Thierry Marx, les restaurateurs français seraient trop chers à cause des matières premières et de l'énergie ainsi que des charges sur les salaires. On comprend mieux son enthousiasme pour la main-d'œuvre à bon marché, Thierry Marx ayant vanté la grande part de clandestins dans les employés de l'hôtellerie et de la restauration. Mais le chef cuisinier a aussi souligné un autre problème pouvant expliquer le désamour pour les restaurants, le trop grand nombre d'établissements se contentant de réchauffer des surgelés, induisant une perte de confiance et nuisant aux restaurateurs adeptes d'une cuisine authentique. Winamax, le plus important, c'est de gagner et cette fois, c'est le parieur qui l'a emporté. En 2021, Winamax a bloqué les gains de 392 323 € d'un parieur, l'accusant de tricherie pour avoir misé en connaissant prétendument les résultats en exploitant un décalage dans la retransmission des matchs. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 1er juillet, a donné tort à l'opérateur, estimant qu'aucune fraude n'était prouvée. Winamax a été condamné à verser cette somme plus 10 000 € pour un autre pari et 4 000 € de frais de justice. La plateforme qui a fait appel invoquait des paris dépourvus d'aléas. Cette décision pourrait peser alors que les litiges entre parieurs et opérateurs se multiplient, certains dénonçant des blocages injustifiés de gains alors que le pari en ligne est un véritable fléau pour des dizaines de milliers de personnes en France, véritablement accro à cette pratique libéralisée par l'Union européenne. L'actualité internationale en bref. Friedrich Merz déclenche un tollé en Allemagne en évoquant un possible envoi de troupes en Ukraine. Les déclarations du chancelier conservateur à Washington ont enflammé le débat à Berlin. Dans un pays marqué par le pacifisme, l'idée divise la coalition au pouvoir, les sociaux-démocrates du SPD exigeant la participation des États-Unis. L'AfD dénonce une escalade dangereuse face à la Russie, même au sein de la CDU-CSU, des réticences émergent, soulignant notamment les capacités limitées de l'armée allemande, notamment de ses effectifs de 180 000 soldats qu'elle ne parvient pas à augmenter. Toute décision nécessiterait l'aval du Bundestag et un mandat international, disent-ils. Victoire des Anglais face aux clandestins. Mardi, la Haute Cour de Londres a donné raison au conseil municipal d'Epping Forest, dans l'Essex, qui contestait l'utilisation d'un hôtel comme centre d'accueil pour clandestins. Depuis juillet, de nombreuses manifestations ont eu lieu devant cet hôtel après l'agression d'une fille de 14 ans par un clandestin éthiopien hébergé dans ce lieu. Les Anglais portaient des drapeaux britanniques et des croix de Saint-Georges et affichaient pour slogan « Renvoyez-les chez eux, protégez nos enfants ». Notons qu'il y a 2 écoles à proximité de cet hôtel. Pour justifier sa décision, le tribunal de Londres notait que l'utilisation du lieu constituait une violation manifeste du permis d'exploitation, l'établissement n'étant plus utilisé comme hôtel. Mais il reste encore dans le Royaume-Uni environ 200 hôtels utilisés pour les clandestins. Nouveau déplacement de Xi Jinping au Tibet. Jeudi, à Lhasa, le chef d'État chinois a assisté aux célébrations du 60e anniversaire de la région autonome du Tibet. C'est la 2e fois qu'il se rend sur ce territoire. Xi Jinping a appelé à l'unité interethnique. Mais la question de la succession du Dalai Lama, aujourd'hui âgé de 90 ans, pourrait créer de nouvelles tensions. Le chef du bouddhisme tibétain a affirmé en juillet qu'il ne souhaitait pas que Pékin se mêle de la nomination de son successeur. Des images impressionnantes dans le ciel. Mardi, au Japon, une boule de feu extrêmement lumineuse a été observée peu après 23 heures. Des habitants ont comparé cette lumière à celle du jour. Elle était visible à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde, mais pendant seulement quelques secondes. Selon le musée spatial de Sendai, il s'agissait d'un météore extrêmement brillant qui s'est ensuite abîmé dans l'océan Pacifique. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Open Box TV avec pour thème l'armée française, combien de divisions avec le général Jean-Marie Fogère. À demain pour un nouveau journal.